Il est 10h34 et pendant ce temps-là, c'est la guerre en Ukraine. Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le 24 février 2022, 3h48 du matin, la Russie envahissait l'Ukraine. Nous nous sommes réveillés tôt et nous ne nous sommes pas endormis depuis. Le 24 février 2022 a commencé le jour le plus long de notre vie, disait hier soir Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a tweeté ce matin « Ukrainiennes, Ukrainiens, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire et à la paix ». Jean-Louis Bourlange, depuis un an, le monde est ébranlé, l'ordre mondial est ébranlé. Oui, qui lui dit, qui l'eût cru il y a un an, certains ne croyaient pas à la guerre, d'autres, dont moi, y croyaient, pensaient que Poutine n'avait plus d'autre choix au point où il était allé que de faire la guerre. Mais combien pensaient qu'un an plus tard, la grande armée rouge serait enlisée, incapable de conquérir ce pays de taille modeste? Personne ne le pensait, et les Ukrainiens nous ont donné une formidable leçon, et cette leçon, elle s'explique en partie par le contenu de votre question, c'est-à-dire que derrière cela, il y a quand même toute une idée de la démocratie, de l'homme en réalité, du droit, de la liberté, qui fait que nous nous sommes tous, directement pour les Ukrainiens, indirectement pour l'ensemble des Occidentaux, mobilisés derrière l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a deux lectures de l'avenir du monde qui s'affrontent en ce moment dans les plaines ukrainiennes. Regardons les faits. Vladimir Poutine n'a pas rempli ses objectifs. Objectifs initiaux de Vladimir Poutine: conquérir la majeure partie du territoire ukrainien, renverser le régime de Zelensky et installer au pouvoir à Kiev un pouvoir à la solde de Moscou. C'était l'objectif de Vladimir Poutine. Objectif qu'il n'a pas atteint. Objectif militaire et objectif politique. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, la Chine revient dans le jeu. Je veux dire par là que ce matin, la Russie est isolée, mais la Chine revient dans le jeu. Je vous parlais d'ordre mondial ébranlé. La Chine a proposé ce matin une sorte de plan de paix. Pas tout à fait un plan de paix, Jean-Louis Bourlange. Que dit Pékin? Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue direct. Pékin s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire. Pékin demande aux deux pays d'éviter toute attaque contre les civils. Pékin insiste sur le respect de la souveraineté de toutes les nations. Insuffisant ? Oui, enfin, je crois que Pékin joue. Je crois que pour revenir au bilan d'un an, je crois qu'on doit dire, il y a une formule que j'ai entendue, qui n'est pas de moi, mais que je trouve très juste: la Russie n'a pas gagné, donc elle a perdu. L'Ukraine n'a pas perdu, donc elle a gagné. Je pense que ça définit assez bien la situation depuis un an, et en même temps, et c'est là où ça débouche sur le problème, les perspectives de traité de paix, de négociation, notamment celles qui sont évoquées par les Chinois, nous sommes donc dans une situation qui n'est pas décisive sur le plan politique. Donc la Russie n'a pas perdu, Jean-Louis Bourlange. Si elle avait vraiment perdu, nous pourrions imposer des négociations de paix. Bien entendu, la Russie a perdu parce que vraiment, ne pas gagner quand on est la Russie, avec l'armée qui avait la réputation de l'armée rouge, les forces immenses, la supériorité démographique, la supériorité économique, le fait qu'en face d'un pays qui n'avait aucune puissance nucléaire, tout ça crée un déséquilibre apparent qui ne s'est pas concrétisé. Mais là où vous avez raison, c'est que la situation est une situation aujourd'hui d'équilibre. Or, c'est là où les Chinois, où la perspective chinoise est un peu irréaliste, même si c'est intéressant qu'elle soit formulée, car moi je suis de ceux qui pensent que seule une modification du rapport de force, dans un sens ou hélas dans l'autre, pourrait amener à des négociations de paix. Si, prenons la mauvaise hypothèse, si l'Ukraine s'effondre, si on a une grande offensive russe qui s'emparerait d'Odessa, etc., ou qui, avec le concours de la Biélorussie, arriverait sur Kiev, les Ukrainiens seraient bien obligés de négocier, même si, en fait, la paix qui serait négociée serait une paix
extrêmement de guerre civile permanente. Mais bon, ça serait la très mauvaise hypothèse. L'autre hypothèse, les Russes seront bien obligés de négocier si les Ukrainiens reconquièrent l'essentiel de ce qu'ils ont perdu et constituent une menace, et menace en réalité la Crimée. Et donc le problème de tous ces plans de paix comme le plan chinois, ils arrivent à un moment où aucun des protagonistes ne peut les entendre. Oui, en 1915, pas au bon moment. En 1915, quand l'armée allemande occupait le quart du territoire français, le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, etc., personne n'aurait dit on va faire un plan dans lequel on va donner un quart du territoire français à l'Allemagne et on va garder les trois quarts. Les Allemands voulaient d'ailleurs autre chose, ils en voulaient plus, et les Français, évidemment, ne pouvaient pas accepter ça. Donc, c'est pour ça que, quelles que soient les gesticulations des uns et des autres, et les Chinois travaillent leur image aussi, mais quelle que soit la gesticulation des uns et des autres, la seule chose qui soit véritablement sur la table, c'est le rapport de force, et nous, notre responsabilité, c'est d'agir pour que ce rapport de force soit favorable aux Ukrainiens. Est-ce que vous avez lu la chronique que j'ai trouvée très intéressante dans Le Monde ce matin de Jonathan Little? Non, je ne l'ai pas lu. Vous n'avez pas lu? Je vois bien. Lisez-la. Oui. Bon, l'écrivain Jonathan Little. Je vais vous lire quelques extraits de sa chronique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce qu'il écrit. Nos pays, ceux de l'ouest de l'Europe en tout cas, ne semblent toujours pas avoir pris la mesure de la menace existentielle qui pèse sur l'Europe entière. Ce que vise Poutine, ce n'est pas que la conquête de l'Ukraine, c'est la défaite totale de notre système de société, de notre mode de vie avec nos libertés, notre ouverture, notre démocratie imparfaite, mais indispensable. Tout se passe comme si au cours des 70 dernières années de paix, nous avions oublié pourquoi l'Union européenne a été créée, pour empêcher que jamais une guerre entre nations ne ressurgisse sur le continent. Voilà ce qu'écrit Jonathan Little, et il pose la question, laisse-t-on croire à Poutine qu'il n'a pas perdu la guerre? Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Je suis en désaccord avec Hubert Védrine qui dit faut pas parler de guerre civilisationnelle parce que ça nous mènera nulle part, etc. Je crois que c'est ça. Et le pessimisme du texte que vous venez de lire me paraît justifié. Écoutez, quand on regarde géopolitiquement ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, l'effondrement de l'Union soviétique, on a le sentiment que nos valeurs, le droit à la démocratie, etc., l'emportent partout. C'est la charte, c'est Fukuyama, la fin de l'histoire. Les Chinois évoluent dans le bon sens, les Russes se convertissent à la démocratie. On aura quelque temps plus tard le printemps arabe. Tout ce qui fait le fond des valeurs occidentales, tout à coup, semble reconnu. Regardons ce qui s'est passé 30 ans plus tard. On a perdu partout. On a reculé partout. Les Chinois ont connu l'évolution qu'on connaît. La Russie a connu avec Poutine l'évolution tragique que l'on voit. Le monde arabe, le monde musulman s'est raidi à la fois dans le terrorisme islamiste d'un côté et dans des régimes extraordinairement répressifs. Et maintenant, nous en sommes à défendre nos valeurs sur le territoire européen, puisque l'Ukraine, c'est sur le territoire européen. Donc c'est comme si notre champ idéologique était une sorte de peau de chagrin qui s'était réduit. C'est pour ça que je vous dis que l'ordre mondial est ébranlé. Absolument, vous avez raison, et il y a péril en la demeure. Et là, je trouve, je ne peux pas, on ne va pas discuter du régime des retraites, etc. Mais il y a quand même une dissonance, à mon avis, criante entre la nature de nos débats intérieurs, savoir si on doit travailler un an de plus ou moins, etc. et l'ampleur des menaces qui pèsent en France, en Europe, sur ce qui fait le fond de notre patrimoine civilisationnel. Je finis, je relis encore un autre extrait. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je l'ai trouvé vraiment formidable. Quand quelqu'un vous impose une guerre, il n'y a qu'une solution, la gagner. Les Ukrainiens ont raison, 100 fois raison de dire que leur sang défend l'Europe. Et quant à ceux qui frémissent en invoquant la possibilité d'une troisième guerre mondiale, il est grand temps qu'ils comprennent que la troisième guerre mondiale, de par la volonté de Vladimir Poutine, est déjà là. Et que nous sommes tous dedans. L'Europe et les États-Unis, autant que la Chine et les pays africains, qui souffrent de la faim provoquée par l'invasion russe et les dictateurs soutenus par les mercenaires du Kremlin. Poutine
Poutine refuse de s'avouer vaincu, mais nous ne pouvons pas perdre non plus au risque de voir tout ce à quoi nous tenons le plus disparaître. Aucun de nous, ici en Europe, ne peut vivre dans un monde dont les règles darwiniennes seraient dictées par la Russie et par la Chine, un monde où le plus fort prendrait ce qu'il voudrait et le faible n'aurait qu'à se coucher ou mourir. À nous donc de décider que nous devons gagner. La victoire de l'Europe dans cette guerre que nous n'avons pas choisie passe par la victoire de l'Ukraine. Il faudrait commencer par y croire. Oui, moi j'ai envoyé, à la fin de l'année, on fait des lettres de vœux, et j'ai envoyé les cartes de vœux à un certain nombre de gens, et j'avais pris une citation de Charles Péguy, celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. Et cette phrase, c'est une phrase que j'avais en tête, car elle avait été fait l'objet d'un tract distribué dans les rues de Brive-la-Gaillarde, le 17 juin 1940, la veille du 18 juin, par Edmond Michelet, grand résistant devant, et j'étais très lié personnellement à Edmond Michelet, qui était évidemment, j'avais suivi avec beaucoup d'admiration, et cette phrase de Péguy est absolument fondamentale. Il faut, quand on est agressé, il faut se battre. Ceux qui disent il faut maintenant faire des compromis, etc., oublient qu'on est en face d'une agression caractérisée. Vous pouvez pas, l'agresseur vous dit bah, maintenant on va négocier. J'ai pris la moitié de votre territoire, bon ben je vais en céder un quart ou un... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu une faute, un crime contre la souveraineté de l'Ukraine qui a été commis. Il faut que ce crime soit effacé. Et tant qu'il ne le sera pas, nous devons rester vigilants et mobilisés au service de nos amis. La différence peut-être, c'est que ce qui m'incite à, non pas à plus d'optimisme, mais à une petite nuance, c'est que je crois que cette surenchère poutinienne, sur le fond, il est évident qu'il déteste ce que nous sommes. Il déteste la démocratie, il déteste l'égalité, il déteste la lutte contre la corruption, il déteste tout ce qui fait ce à quoi nous sommes attachés. Mais s'il en surenchérit comme ça, c'est un peu parce qu'il a perdu aussi. Il utilise nos faiblesses aussi, pardon, Jean-Louis Bourlange. Oui, bien sûr la corruption, elle existe aussi chez nous. Vous le savez bien. C'est pas la même. En Russie, c'est un sport de masse. Chez nous, c'est un sport d'élite, on va dire. Oui, c'est un sport d'élite. Oui, c'est un sport d'élite. Ça, c'est pas mal comme formule. Oui, Jean-Louis Bourlange. Mais elle existe. Et il joue évidemment sur les travers de nos sociétés occidentales. Jean-Louis Bourlange, nous n'avons pas fait preuve de beaucoup de lucidité il y a quelques années face à Vladimir Poutine, franchement. Non, mais on a cru, on a espéré, on a pris nos désirs pour des réalités. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, maintenant il le dit un peu moins, mais il a dit pendant longtemps, comme Hubert Védrine, qui dit c'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait, n'avons pas fait les gestes qu'il fallait. Si, quand on regarde par exemple un pays comme l'Allemagne, l'Allemagne, c'est impressionnant à quel point ils ont investi dans l'idée qu'ils établissaient une relation de confiance avec la Russie. Pas seulement Schröder, mais d'ailleurs ils l'ont dit, Sigmar Gabriel a dit c'est un fardeau personnel qui pèse sur nous. Nous avons fait un choix erroné. Le président de la République, Steinmeier, l'a dit aussi. Nous avons fait une bévue. Ils ont mesuré que en faisant ce choix énergétique, ce choix de coopération, ils ont fait preuve, comme a dit le président de la République, de naïveté. Ça, c'est vrai. Moi, j'appartiens pas à l'école naïve. Hein. Je suis formé aux disciplines internationales par des gens comme Pierre Hassler ou Raymond Aron, Jean-Claude Casanova aujourd'hui. Nous sommes à Commentaire. Vous savez, la devise de Commentaire, c'est la phrase de Thucydide. Hein. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. Moi, je crois profondément à la vaillance. Je crois que si nous avons réussi à triompher de l'URSS pendant la guerre froide, c'est parce que nous avons été vigoureux, forts, etc. Et depuis les années 90, on a bien vu que tout partait en brioche, qu'on n'avait plus du tout le fighting spirit, comme disent les Américains. On n'avait pas du tout la conscience du monde dangereux dans lequel nous sommes et du fait que ce que nous représentons et ce que nous aimons ne peut pas être obtenu sans un effort et sans une mobilisation permanente de chacun d'entre nous. Merci Jean-Louis Bourlange d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne. Vous êtes
d'accord ou pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Dans un instant, je serai en direct avec Anastasia Pitpalova, qui est ukrainienne, qui vit en France depuis 2011. Je donnais des chiffres tout à l'heure dans mon introduction. 115 000 Ukrainiens en France, dont 80% de femmes, 300 à 500 arrivées par mois aujourd'hui, moins qu'avant évidemment, 20 800 enfants qui sont scolarisés, enfants ukrainiens qui sont scolarisés dans nos écoles françaises. Anastasia Pitpalova, ukrainienne, vit en France depuis 2011, elle a travaillé en Russie, sa famille vit à Kherson, elle accueille une partie de sa famille et plusieurs de ses amis sont encore en Ukraine. Il est 10h40. Oui, Jean-Luc Bourlange. J'avais invité il y a très longtemps à déjeuner, parce qu'il était venu à Paris, Boris Nemtsov, qui a été assassiné dans les conditions qu'on sait. J'y pense avec beaucoup d'émotion. Bien sûr. Boris m'avait dit, vous êtes mou. Vous êtes mou à l'Ouest. Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Le combat pour la démocratie en Russie est très important. C'était au début, période Helsinki. Il faut absolument se battre. Cessez de nous encourager à faire preuve de réalisme. Boris Nemtsov, qui était un opposant politique à Vladimir Poutine et qui a été assassiné sauvagement il y a quelques années. Bien, il est 10h49. Merci, à tout de suite. Bourdin. Bien, merci d'être avec nous. Il est 10h52. Sur l'Ukraine, sur ce qui se passe, vous n'hésitez pas à réagir. Anastasia Pitpalova, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, vous vivez en France depuis 2011. Vous avez travaillé en Russie, votre famille vit à Kherson. Vous avez accueilli une partie de votre famille. Vous avez encore beaucoup d'amis en Ukraine, évidemment, de famille aussi, j'imagine. J'ai encore mon père qui habite à Kherson et bien évidemment j'ai encore les amis qui habitent partout en Ukraine. Donc je connais un peu qu'est-ce qui se passe dans toutes les parties d'Ukraine. Bien sûr. Aujourd'hui est un jour particulier, enfin particulier. La guerre dure depuis un an. Vous étiez en guerre hier, l'Ukraine, votre pays était en guerre hier, il sera en guerre demain. Particulier, ça, parce que ça fait un an, Anastasia. Il y a un an, vous vous souvenez, lorsque vous avez appris que la Russie était en train d'envahir l'Ukraine, c'était dans la nuit. Vous vous souvenez de ce jour? Bien sûr, je me souviens très bien parce que j'ai parlé 20 février à ma mère. J'ai dit, maman, peut-être tu viens plus tôt, je sens quelque chose, peut-être tu pars d'Ukraine chez nous. Elle dit non, mais c'est pas possible. Oui, bien sûr, les politiques, elles parlent, mais personne n'a cru qu'on va être vraiment bombardé. Et du coup, le 23 février, j'ai acheté le billet d'avion pour ma mère, pour la fin du mois de mars. Votre père est toujours, votre père est toujours à Kherson. Que dit-il de là-bas? Que vous dit-il? Il nous dit que c'était horrible pendant l'occupation, mais il était content une semaine peut-être après la libération des Kherson. Mais aujourd'hui, et ça dure déjà quelques mois, c'est très très grave parce qu'ils ont bombardé tous les jours. Tous les jours, les gens qui meurent. Ils utilisent les bombes qui ressemblent aux feux d'artifice. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. À fragmentation. À fragmentation. C'est ça. Donc, tu ne sais pas où tu es caché. Donc, tous les jours, on les appelle. Dès qu'on voit une bombe qui tombe, on appelle de suite nos proches. Et c'est comme ça tous les jours depuis un an. Vous avez accueilli une partie de votre famille en France. Comment les Français vous ont-ils accueilli, Anastasia ? Très bien, franchement très bien. J'ai accueilli, la première c'était la fille de ma copine, moi. Elle est partie de Kiev, vu que la guerre a commencé par bombardement de Kiev. Franchement, moi j'habite pas loin de Toulon, donc on est parti dans un centre de bénévoles à Toulon. C'était déjà, on dirait que c'était un mois après le début de la guerre, c'était déjà très bien organisé. On a réussi de faire les papiers pour elle en 2 jours. Je ne m'attendais même pas, honnêtement. Et franchement, les aides, c'est très bien organisé. Tout ce qui est sécurité sociale, etc. Ils sont contents ici. Ils sont contents, Ils prennent leur manque beaucoup, mais honnêtement, ils se sont en sécurité, et surtout ma mère. Les enfants de vos amis scolarisés en France, sans problème?
Et non, il n'y a pas de problème. Ils sont bien dans les écoles ici. Oui. Ah. Je suis désolée. Anastasia, c'est un garçon. C'est votre fille ou votre fils? C'est ma fille. C'est votre fille. Quel âge a-t-elle? Elle a 1 an et demi. Elle a 1 an et demi. Elle est née en France. Elle est née en France, oui. J'ai une fille ukrainienne, une fille française. Vous avez une fille ukrainienne et une fille française. Bon, Anastasia, je vous laisse avec elle parce que je vais prendre tout à l'heure Nikolai qui nous a appelé de Bastia, qui est ukrainien, né à Dnipro en 1987, à l'époque de l'URSS. Il est arrivé en France en 2002. La moitié de sa famille est russe, l'autre ukrainienne, donc c'est très difficile à vivre. Nikolai va nous raconter tout cela, pas tout de suite, mais je le prendrai avant notre débat. Entre 11h et midi, ne vous inquiétez pas, débat qui va porter sur la hausse des prix. Faut-il s'inquiéter? Parce que nous avons aussi des préoccupations franco-françaises. Évidemment, la hausse des prix, et c'est une préoccupation majeure de beaucoup d'entre nous, parce que les prix montent, il faut le dire, vous le savez, vous le constatez tous les jours. D'ailleurs, j'attends vos témoignages. 15% de hausse des prix, affirment 60 millions de consommateurs au mois de juin. Quel crédit accorder à cette affirmation? Nous allons débattre de cette hausse des prix, les raisons. Faut-il s'inquiéter? Dans quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. Sur Sud Radio, vous avez des témoignages, vous avez des explications. Témoignages, explications, analyses. Il est 10h57.